Comment un document proclamant que tous les hommes sont créés égaux a-t-il pu engendrer une nation où 4 millions d'âmes humaines étaient considérées comme de simples biens meubles? Voilà l'énigme, la fracture originelle nichée au cœur même de l'expérience américaine. Ce n'était pas une simple faille, mais une crevasse qui allait s'élargir pendant des décennies, alimentée par l'encre des compromis boiteux et le venin des discours enflammés. La politique n'était plus un débat, mais un combat. Un sénateur du Massachusetts, Charles Sumner, en fit l'amère expérience en 1856. Après un discours virulent contre l'esclavage, un congressiste de Caroline du Sud, Preston Brooks, s'approcha de lui, non pas pour un duel d'éloquence, mais avec une canne en gutta-percha à pommeau d'or. Il le frappa jusqu'à ce que la canne se brise et que Sumner gise, inconscient, dans une mare de son propre sang sur le sol du Sénat. Est-ce encore de la politique ou le premier sang versé d'une guerre civile imminente? Le parquet du Capitole, souillé de sang, devint le miroir d'une nation en train de perdre la raison. Les politiciens à Washington tracèrent des lignes sur les cartes, sans comprendre que dans la réalité, ces lignes devraient être dessinées avec du sang. La violence n'était plus confinée aux couloirs feutrés du pouvoir. Elle s'était déversée dans les vastes plaines de l'Ouest. Le territoire du Kansas devint un laboratoire sanglant pour la guerre à venir. Le principe de la souveraineté populaire, idée séduisante sur le papier, y fut mise à l'épreuve. On laissa aux colons le soin de décider si le Kansas entrerait dans l'Union comme un État libre ou esclavagiste. Le résultat fut une ruée vers l'or, non pas pour le métal précieux, mais pour le pouvoir politique. Des milices pro-esclavagistes venus du Missouri voisin, les Borders ruffians, et des abolitionnistes armés jusqu'aux dents, financés par des sociétés de la Nouvelle-Angleterre, transformèrent les prairies en un champ de bataille. Des villes furent saccagées, des fermes incendiées, des hommes traînés hors de chez eux et exécutés en pleine nuit. Le Kansas sanglant n'était pas une guerre, mais une série de meurtres brutaux. Une guérilla où le voisin tuait son voisin pour une idée. Que défendriez-vous jusqu'à la dernière goutte de sang? L'unité de votre pays ou le droit de suivre votre propre voie, même si elle semble monstrueuse aux autres? C'était la question que chaque Américain allait devoir se poser. Au milieu de ce chaos émergea une figure qui incarnait à la fois la ferveur morale du Nord et la terreur apocalyptique du Sud, John Brown. Avec ses yeux de prophète de l'Ancien Testament et sa conviction que seule une effusion de sang pouvait laver le péché de l'esclavage, Brown n'était pas un homme de compromis. Il avait participé au massacre du Kansas. Mais son acte le plus audacieux, celui qui allait le graver dans la légende, eut lieu en Virginie, en octobre 1859. À la tête d'une petite troupe hétéroclite, il lança un raid sur l'arsenal fédéral de Harper's Ferry. Son plan, aussi fou que grandiose, était de s'emparer de 100 000 fusils et de déclencher une révolte massive d'esclaves dans tout le Sud. L'opération fut un échec lamentable. Brown fut rapidement encerclé par les troupes fédérales, commandées par un certain colonel Robert Lee, capturé et blessé. Le Sud vit en lui l'incarnation de toutes ses peurs. Un terroriste venu armer les esclaves pour massacrer leur maître. Le Nord, lui, était divisé. Était-il un fanatique illuminé ou un saint martyr? Le procès de John Brown fut un spectacle national. Condamné pour trahison, il transforma son box d'accusés en tribune. Ses lettres, ses discours, d'une éloquence biblique, firent le tour du pays. Il déclara « Moi, John Brown, je suis maintenant tout à fait certain que les crimes de cette terre coupable ne pourront jamais être purgés que par le sang. » Le jour de son exécution, le 2 décembre 1859, les cloches des églises sonnèrent dans de nombreuses villes du Nord. Pour les abolitionnistes, il était mort pour leurs péchés. Pour le Sud, son fantôme était la preuve que le Nord ne reculerait devant rien pour détruire leur mode de vie. La rupture n'était plus seulement politique ou économique, elle était devenue quasi religieuse. Chaque camp se voyait comme le porteur de la volonté divine, et l'autre comme une incarnation du mal. Il n'y avait plus de terrain d'entente possible. Un homme peut être pendu, mais une idée, une fois libérée, ne peut être emprisonnée. Surtout une idée qui promet la liberté aux uns et l'apocalypse aux autres. L'élection présidentielle de 1860 fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres.
Le Parti républicain, une jeune formation politique opposée à l'expansion de l'esclavage, choisit comme candidat un avocat de l'Illinois relativement peu connu, Abraham Lincoln. Son nom n'apparaissait même pas sur les bulletins de vote de 10 États du Sud. Sa victoire, sans un seul vote du Sud profond, fut perçue comme une déclaration de guerre, une insulte intolérable. Pour les leaders sudistes, c'était la preuve qu'ils avaient perdu toute influence, toute voix au sein de l'Union. Le contrat social était rompu. La Caroline du Sud fut la première à agir. Le 20 décembre 1860, une convention spéciale vota à l'unanimité la sécession de l'Union. Les délégués signèrent l'ordonnance dans un silence solennel, comme s'ils signaient un arrêt de mort, celui de la nation. L'idée de la sécession, autrefois une menace brandie lors de crises politiques, devenait une réalité terrifiante. D'autres États suivirent rapidement, comme des dominos qui tombent. Le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane, le Texas. En février 1861, ils formèrent une nouvelle nation, les États confédérés d'Amérique. Ils se dotèrent d'une constitution, d'un drapeau et élurent un président, Jefferson Davis, un ancien sénateur du Mississippi. Ils ne se considéraient pas comme des traîtres, mais comme des patriotes, fidèles à l'esprit des pères fondateurs. Ils affirmaient simplement exercer leur droit, selon eux constitutionnel, de quitter une union qui ne servait plus leurs intérêts. Pour eux, la véritable trahison était celle du Nord qui avait perverti la République originelle. Pendant ce temps, à Washington, le gouvernement fédéral semblait paralysé. Le président sortant, James Buchanan, soutenait que la sécession était illégale, mais qu'il n'avait aucun pouvoir pour l'empêcher. La nation se désintégrait sous ses yeux et il se contentait de regarder. La question que tout le monde se posait était: que ferait le nouveau président Lincoln une fois investi? Abraham Lincoln arriva à Washington en secret, sous la menace de complot d'assassinat, pour prêter serment en mars 1861. Dans son discours inaugural, il se montra à la fois ferme et conciliant. Il déclara qu'il n'avait aucune intention d'interférer avec l'esclavage là où il existait, mais qu'il considérait la sécession comme une anarchie et qu'il ferait respecter les lois fédérales sur tout le territoire. Il tendit une main à ses compatriotes du Sud, concluant par des mots mémorables: « Nous ne sommes pas des ennemis, mais des amis. Nous ne devons pas être ennemis. Bien que la passion ait pu tendre nos liens d'affection, elle ne doit pas les briser. Les cordes mystiques de la mémoire, s'étirant de chaque champ de bataille et de chaque tombe de patriotes vers chaque cœur et chaque foyer vivant sur toute cette vaste terre, reprendront en chœur le chant de l'union lorsque nos meilleures natures les toucheront à nouveau. » Mais ces mots poétiques se heurtèrent à la réalité d'une forteresse isolée dans le port de Charleston, en Caroline du Sud. Un petit bout de territoire fédéral en plein cœur de la nouvelle confédération. Cette forteresse s'appelait Fort Sumter. Fort Sumter devint le symbole de toute la crise. Pour Lincoln, l'abandonner serait reconnaître la légitimité de la Confédération. Pour Jefferson Davis, tolérer sa présence serait une humiliation, une négation de sa souveraineté. La garnison fédérale, commandée par le major Robert Anderson, commençait à manquer de vivres. Lincoln prit une décision calculée. Il enverrait des navires pour ravitailler le fort, mais sans troupes ni munitions, informant au préalable les autorités de Caroline du Sud. Le piège était tendu. S'il laissait dépasser les navires, le fort tenait. S'il tirait, ils seraient les agresseurs. Le gouvernement confédéré, sous la pression des plus ardents sécessionnistes, choisit la deuxième option. Le 12 avril 1861, à 4h30 du matin, un obus de mortier traça une arche de feu dans le ciel d'avant l'aube et explosa au-dessus de Fort Sumter. La guerre avait commencé, le bombardement dura 34 heures. Curieusement, il ne fit aucune victime directe. Mais ce premier coup de feu résonna comme un coup de tonnerre à travers le continent, réveillant la fureur des deux camps. La chute de Fort Sumter provoqua une vague d'hystérie patriotique. Au nord, les appels à la conciliation furent balayés par une clameur pour la vengeance et la défense du drapeau. Lincoln lança un appel à 75 000 volontaires pour mater la rébellion. Cette décision, perçue comme un acte de coercition, poussa 4 autres États esclavagistes qui hésitaient encore à faire sécession: la Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord. La rupture était consommée. La Confédération comptait désormais 11 États.
Sa capitale fut déplacée à Richmond, en Virginie, à seulement 160 km de Washington. Les deux capitales ennemies se faisaient en face, prêtes à en découdre. Dans les villes et les villages, du Maine au Texas, de jeunes hommes se précipitaient pour s'enrôler. Ils étaient saisis par une sorte de fièvre romantique, convaincus que la guerre serait une aventure glorieuse, une affaire de quelques semaines. Ils promettaient de rentrer pour Noël. Personne n'imaginait l'ampleur du carnage qui les attendait. C'était un jeu entre deux principes, celui de l'union à tout prix et celui de l'autodétermination sans limite. Si vous deviez choisir, quelle est la force la plus légitime ? Donnez votre avis dans les commentaires. L'illusion d'une guerre rapide et chevaleresque allait voler en éclats lors de la première grande confrontation. En juillet 1861, l'armée de l'Union, mal entraînée mais pleine d'ardeur, marcha sur Richmond. L'opinion publique exigeait une victoire décisive. Les journaux titraient « En avant vers Richmond ». L'armée confédérée, tout aussi inexpérimentée, se rassembla pour la bloquer près d'un petit cours d'eau nommé Bull Run, en Virginie. Le 21 juillet, une foule de civils de Washington, membres du Congrès, journalistes et dames de la haute société, suivit l'armée avec des paniers de pique-nique et des bouteilles de champagne. Ils s'installèrent sur les collines environnantes pour assister au spectacle comme s'il s'agissait d'une course de chevaux. La bataille commença bien pour l'Union. Ses troupes bousculèrent les lignes confédérées. La victoire semblait proche. Mais une brigade de Virginiens, commandée par le général Thomas Jackson, tint bon comme un mur de pierre, lui donnant son surnom de Stonewall. L'arrivée de renforts confédérés par chemin de fer, une des premières utilisations tactiques de ce nouveau moyen de transport, renversa le cours de la bataille. L'attaque de l'Union s'effondra, puis la retraite se transforma en déroute. La panique s'empara des soldats qui jetèrent leurs fusils et coururent vers Washington. La foule des pique-niqueurs fut entraînée dans cette fuite éperdue, créant un embouteillage monstre de calèches, de soldats et de civils terrorisés. La grande armée de l'Union ne s'arrêta qu'une fois revenue, humiliée dans la capitale. La bataille de Bull Run fut un désastre pour le Nord et une source d'euphorie pour le Sud. Mais elle eut un effet salutaire pour les deux camps. Elle leur apprit une leçon brutale. Cette guerre ne serait ni courte, ni facile, ni glorieuse. Ce serait une affaire longue, sale et très sanglante. Thomas Jackson, le héros de la journée, allait devenir une figure de proue de l'armée sudiste, un tacticien brillant et imprévisible. La défaite de Bull Run plongea le Nord dans le désarroi, mais elle le força aussi à prendre la mesure de la tâche qui l'attendait. Lincoln nomma à la tête de l'armée de l'Est un jeune général charismatique, George McClellan. Surnommé le jeune Napoléon, McClellan était un organisateur hors pair. Il transforma les régiments de volontaires en déroute en une armée disciplinée et bien équipée, l'armée du Potomac. Mais il avait un défaut fatal, une prudence excessive, confinant à la paranoïa. Il surestimait constamment les forces de l'ennemi et hésitait toujours à engager le combat, exaspérant Lincoln, qui lui envoyait des dépêches de plus en plus pressantes. Pendant ce temps, sur le théâtre occidental, les choses bougeaient plus vite. Un général nordiste dont personne n'avait entendu parler, Ulysses S. Grant, remportait des victoires cruciales dans le Tennessee, s'emparant des forts Henry et Donelson. À la demande de reddition du fort Donelson, il répondit par une phrase qui allait le définir: « Aucune condition ne peut être acceptée, si ce n'est une reddition inconditionnelle et immédiate. » Le Nord avait trouvé un général qui savait se battre. Mais, à l'Est, l'ennemi principal restait l'armée commandée par le général Joseph Johnston, puis, après sa blessure, par l'homme qui allait devenir une légende, Robert E. Lee. Lee, l'ancien colonel qui avait capturé John Brown, était un stratège audacieux et un chef vénéré par ses hommes. Il allait donner du fil à retordre à tous les généraux de l'Union. En été 1862, Lee lança une contre-offensive audacieuse qui repoussa l'immense armée de McClellan loin de Richmond. Enhardi par ce succès, il décida de porter la guerre sur le territoire de l'ennemi. Il envahit le Maryland. C'était un pari risqué, destiné à convaincre cet État esclavagiste resté loyal à l'Union de rejoindre la Confédération et à persuader la Grande-Bretagne et la France de reconnaître l'indépendance du Sud.
Le sort cependant allait jouer un tour cruel au général Lee. Le 13 septembre 1862, 2 soldats de l'Union, se reposant dans un champ près de Frederick, dans le Maryland, trouvèrent un paquet de 3 cigares enveloppés dans un papier. Ce papier était une copie de l'ordre spécial numéro 191 du général Lee, détaillant le plan complet de son invasion, la dispersion de ses forces et leurs objectifs. Le document fut rapidement transmis au général McClellan. C'était le genre de coup de chance dont un général ne peut que rêver. McClellan exulta « Ici, j'ai un papier avec lequel, si je ne peux pas battre Bobby Lee, je suis prêt à rentrer chez moi. » Mais fidèle à sa nature, il hésita pendant 18 précieuses heures avant d'agir, laissant à Lee le temps de se rendre compte que son plan était découvert et de commencer à regrouper ses forces dispersées. La confrontation inévitable eut lieu le 17 septembre près d'un petit cours d'eau, l'Antietam Creek, aux abords de la ville de Sharpsburg. Ce jour-là allait entrer dans l'histoire comme le jour le plus sanglant de toute l'histoire américaine, un record sinistre qui tient encore aujourd'hui. 23 000 hommes furent tués, blessés ou portés disparus en l'espace de 12 heures. La bataille fut un carnage insensé, une série d'affrontements d'une violence inouïe. La journée commença à l'aube par une attaque de l'Union sur le flanc gauche de Lee, dans un champ de maïs qui allait changer de main une quinzaine de fois au cours de la matinée. Un survivant décrivit plus tard le maïs comme ayant été coupé aussi net qu'avec un couteau. Les corps des hommes, en bleu et en gris, s'entassaient les uns sur les autres. Puis, les combats se déplacèrent vers le centre de la ligne confédérée, une route de campagne encaissée que les soldats utilisèrent comme une tranchée naturelle. Pendant près de 4 heures, les deux armées s'y affrontèrent à bout portant. À la fin, la route était remplie de tant de cadavres qu'on la rebaptisa Bloody Lane, la ruelle sanglante. L'après-midi, le dernier acte du drame se joua sur le flanc droit où le général Ambrose Burnside lutta pendant des heures pour franchir un petit pont de pierre sur l'Antietam Creek, défendu par une poignée de Géorgiens. Lorsqu'il réussit enfin à passer, il fut repoussé par l'arrivée tardive d'une division confédérée venue de Harper's Ferry. À la tombée de la nuit, le champ de bataille était un spectacle d'horreur. Les deux armées, décimées et épuisées, restaient sur leur position. Tactiquement, la bataille était un match nul. Mais stratégiquement, ce fut une victoire pour l'Union. Lee, son armée brisée, fut contraint de battre en retraite en Virginie. Son invasion du Nord avait échoué. Abraham Lincoln était furieux contre McClellan pour ne pas avoir poursuivi et anéanti l'armée de Lee. Il allait bientôt le relever de son commandement pour de bon, mais ce carnage lui offrit l'opportunité politique qu'il attendait. Lincoln attendait depuis des mois de pouvoir changer la nature même de la guerre. Il était convaincu que pour gagner, l'Union devait frapper le Sud là où ça faisait le plus mal, son institution fondamentale, l'esclavage. Il avait déjà rédigé un document, mais il attendait une victoire militaire pour ne pas que cela ressemble à un acte de désespoir. Antietam, malgré son bilan terrible, lui fournit ce prétexte. 5 jours après la bataille, le 22 septembre 1862, il publia la proclamation d'émancipation préliminaire. Le texte était un document juridique froid, mais son impact fut révolutionnaire. Il déclarait qu'à partir du 1er janvier 1863, tous les esclaves dans les territoires encore en rébellion contre les États-Unis d'Amérique seraient, dès lors et pour toujours, libres. La proclamation ne libérait pas un seul esclave dans les États restés loyaux à l'Union, mais son message était clair. Ce n'était plus une simple guerre pour préserver l'Union, c'était devenu une guerre pour la liberté humaine, une croisade. L'impact de la proclamation d'émancipation fut immense. Sur le plan international, elle mit fin à toute chance de reconnaissance de la Confédération par la Grande-Bretagne et la France. L'opinion publique européenne, majoritairement anti-esclavagiste, ne pouvait plus soutenir une nation qui se battait explicitement pour préserver l'esclavage. Sur le plan intérieur, elle permit le recrutement de soldats noirs dans l'armée de l'Union. Près de 200 000 Afro-Américains allaient servir sous l'uniforme bleu, se battant avec un courage et une détermination féroces pour leur propre liberté. Pour le Sud, la proclamation était la confirmation de leurs pires craintes. C'était un appel à la révolte des esclaves, une tentative barbare de détruire leur société de l'intérieur. La guerre devint encore plus amère, encore plus totale.
Les prisonniers de guerre noirs capturés par les Confédérés étaient souvent exécutés sur le champ ou revendus comme esclaves. Le champ de maïs sanglant d'Antietam avait ainsi donné naissance à une nouvelle raison de se battre. La guerre pour l'Union était devenue une révolution. Lincoln avait donné une âme à sa cause. Désormais, la victoire du Nord ne signifierait pas seulement la fin de la rébellion, mais la fin d'un monde. Et pour mettre fin à ce monde, il fallait non seulement vaincre ses armées sur le terrain, mais aussi étouffer son économie, couper ses artères vitales. La grande stratégie du Nord pour parvenir à cet étranglement avait été conçue dès le début de la guerre par le vieux général en chef Winfield Scott. Moqué au début comme étant trop lent et passif, son plan, surnommé Anaconda par la presse, se révéla d'une redoutable efficacité. L'idée était simple, encercler la Confédération et la presser lentement jusqu'à ce qu'elle suffoque. La première partie du plan consistait en un blocus naval de toute la côte sud, de la Virginie au Texas, sur des milliers de kilomètres. La marine des États-Unis d'Amérique, initialement modeste, se développa à une vitesse prodigieuse, passant de quelques dizaines de navires à plus de 600. Sa mission était d'empêcher le Sud d'exporter son coton, sa principale source de revenus, et d'importer des armes, des munitions et des produits démanufacturés d'Europe. C'était une tâche herculéenne, une immense partie de cache-cache sur l'océan Atlantique et dans le golfe du Mexique. Les Confédérés, de leur côté, firent preuve d'une ingéniosité remarquable pour tenter de briser ce blocus. Ils construisirent des navires rapides et bas sur l'eau, les forceurs de blocus, peints en gris, pour se fondre dans la brume nocturne qui tentèrent de se faufiler hors des ports comme Charleston ou Wilmington. C'était une entreprise risquée mais lucrative, où se mêlaient espions, contrebandiers et aventuriers. Le blocus força également les deux camps à innover, donnant naissance à une nouvelle ère de la guerre navale. Le Sud, désespéré de trouver une arme capable de défier la flotte de l'Union, récupéra la carcasse d'une frégate à vapeur nordiste, l'USS Merrimack, qui avait été sabordée. Ils la recouvrirent d'une casemate en plaques de fer et la rebaptisèrent le CSS Virginia. C'était un monstre de fer, lent et maladroit, mais presque invulnérable aux canons traditionnels. En mars 1862, le Virginia sema la terreur dans la baie de Chesapeake, coulant deux des plus grands navires de guerre en bois de l'Union. Il semblait que rien ne pouvait l'arrêter. Mais le Nord avait préparé sa propre arme secrète. Le lendemain, un étrange navire fit son apparition, l'USS Monitor. Conçu par l'inventeur suédois John Ericsson, il ne ressemblait à rien de ce qu'on avait vu auparavant. Surnommé la boîte à fromage sur un radeau, il était presque entièrement submergé, avec un pont plat sur lequel pivotait une seule tourelle blindée abritant deux canons. La bataille entre le Monitor et le Virginia, le 9 mars 1862, fut la première de l'histoire entre deux navires de guerre cuirassés. Pendant des heures, les deux monstres se tirèrent dessus à bout portant, leurs projectiles rebondissant sur leurs blindages respectifs. La bataille se termina par un match nul, mais elle marqua la fin de l'âge des navires de guerre en bois. La guerre navale avait changé pour toujours. La deuxième partie du plan Anaconda était tout aussi cruciale, prendre le contrôle du fleuve Mississippi. Le Mississippi était l'artère vitale de la Confédération, la séparant en deux. Le contrôler signifierait couper le Texas, l'Arkansas et la Louisiane, riches en bétail et en céréales, du reste du Sud. La campagne pour le Mississippi fut menée à la fois depuis le nord et depuis le sud. En avril 1862, une flotte de l'Union commandée par l'amiral David Farragut, un sudiste resté loyal à l'Union, força l'entrée du fleuve depuis le golfe du Mexique et s'empara de la plus grande ville du Sud, la Nouvelle-Orléans, un coup terrible pour le moral et l'économie de la Confédération. Pendant ce temps, au nord, le général Ulysses S. Grant menait une campagne acharnée le long des affluents du Mississippi, les fleuves Tennessee et Cumberland. Ses victoires à Fort Henry et Donelson lui avaient ouvert la voie, mais il fut surpris et presque vaincu lors de la terrible bataille de Shiloh en avril 1862. Un bain de sang de 2 jours qui fit plus de victimes américaines que toutes les guerres précédentes du pays réuni. Grant fut durement critiqué, mais il s'accrocha. Il avait compris la nature de cette guerre. Elle ne serait pas gagnée par des manœuvres brillantes, mais par une usure implacable. La dernière place forte confédérée sur le Mississippi,
La ville de Vicksburg devint son obsession. Vicksburg, perchée sur de hautes falaises, était une forteresse naturelle. La prendre semblait impossible. L'étranglement du Sud était une stratégie militaire et économique, mais il se jouait aussi dans l'ombre, bien loin des champs de bataille et des blocus navals. Une guerre secrète, faite d'espionnage, de complots et de sabotage, faisait rage dans les capitales, dans les territoires occupés et même à l'étranger. La guerre civile américaine a vu naître les premiers services de renseignement organisés du pays. Pour l'Union, le détective privé Alan Pinkerton créa un service de renseignement pour le général McClellan, bien que ses rapports, souvent alarmistes, aient contribué à la paralysie de son patron. Du côté de la Confédération, le Secret Service Bureau coordonnait un vaste réseau d'agents en Europe et au Nord. Cette guerre de l'ombre était un domaine où les femmes jouaient un rôle de premier plan, défiant les conventions sociales de l'époque. Les informations qu'elles recueillaient étaient souvent bien plus précieuses que celles obtenues par des moyens militaires conventionnels. La guerre se gagnait autant avec des messages codés qu'avec des canons. Quel type de guerre vous semble le plus décisif pour la victoire finale? La force brute, sur le champ de bataille ou l'astuce des opérations secrètes? Partagez votre choix stratégique dans les commentaires. L'une des espionnes les plus célèbres et les plus efficaces de la Confédération était Rose O'Neal Greenhow, une veuve influente et charismatique qui tenait salon à Washington. Elle utilisait son charme et ses relations dans les plus hautes sphères du pouvoir pour séduire les politiciens et les officiers de l'Union et leur soutirer des informations cruciales. C'est elle qui fournit aux Confédérés les plans de l'armée de l'Union avant la première bataille de Bull Run, contribuant ainsi à leur victoire. Finalement démasquée par Alan Pinkerton, elle fut placée en résidence surveillée, mais continua à transmettre des messages cachés dans des chignons ou des pelotes de laine. Expulsée vers le sud, elle devint une héroïne de la cause confédérée et fut même envoyée en mission diplomatique en Europe. Son histoire se termina tragiquement. En rentrant d'Europe, son navire fut intercepté par un blocus de l'Union et elle se noya en tentant de regagner la rive, alourdie par une ceinture d'or, fruit de ses droits d'auteur pour ses mémoires. Elle était l'archétype de l'espionne romantique, une Mata Hari avant l'heure, qui prouvait que les secrets d'État pouvaient se perdre dans les alcôves aussi facilement que sur un champ de bataille. Dans la capitale même de la Confédération, à Richmond, se trouvait la plus improbable et la plus audacieuse des espionnes de l'Union, Elizabeth Van Loo. Membre d'une famille éminente de Richmond, elle était une abolitionniste convaincue qui méprisait la cause sudiste. Elle utilisa sa position sociale pour créer un réseau d'espionnage incroyablement efficace, connu sous le nom de Réseau de Richmond. Feignant la folie pour détourner les soupçons, elle se promenait en marmonnant pour elle-même, ce qui lui valut le surnom de Crazy Beth. Elle plaça des agents partout, y compris une de ses anciennes esclaves, Mary Bowser, qui travaillait comme servante dans la Maison Blanche de la Confédération, le domicile de Jefferson Davis. Mary Bowser avait une mémoire eidétique et pouvait réciter mot pour mot les conversations et les documents qu'elle voyait. Les informations recueillies par le réseau de Van Loo, transmises par des messages codés cachés dans des œufs ou des semelles de chaussures, fournirent au général Grant des renseignements d'une valeur inestimable pendant les dernières campagnes de la guerre. Elle risquait la potence à chaque instant, opérant au cœur même du pouvoir ennemi. Sa guerre était une guerre de nerfs, un double jeu permanent où la moindre erreur était fatale. La guerre secrète ne se limitait pas à la collecte de renseignements. Des deux côtés, des sociétés secrètes et des groupes clandestins menaient des opérations de sabotage, de propagande et de subversion. Au nord, des organisations sympathisantes de la cause sudiste, comme les Chevaliers du Cercle d'Or ou les Fils de la Liberté, comptaient des centaines de milliers de membres, surtout dans les États du Midwest. Ces Copperheads, un surnom péjoratif faisant référence à un serpent venimeux, s'opposaient à la guerre, encourageaient la désertion et organisaient des complots pour libérer des prisonniers confédérés ou même pour créer une confédération du Nord-Ouest. En 1864, des agents confédérés basés au Canada tentèrent d'incendier plusieurs hôtels et théâtres de New York avec du feu grégeois.
Le plan échoua, mais il sema la panique et montra que le front intérieur du Nord n'était pas à l'abri. La guerre civile n'était pas seulement une guerre entre deux armées, mais aussi une guerre pour les cœurs et les esprits, une guerre psychologique où la rumeur et la peur étaient des armes aussi puissantes que les baïonnettes. La Confédération mena également une guerre de course sur les mers, utilisant des navires de guerre rapides comme le CSS Alabama ou le CSS Florida, construits en secret dans des chantiers navals britanniques, pour traquer et détruire les navires de commerce de l'Union à travers le monde. Ces corsaires semèrent la dévastation dans la marine marchande nordiste, mais ils ne purent jamais briser le blocus. La diplomatie était un autre champ de bataille crucial. Le Sud espérait désespérément une intervention de la Grande-Bretagne et de la France. Le roi coton, pensait-il, était leur meilleur atout. L'industrie textile européenne dépendait du coton du Sud, et sa pénurie, causée par le blocus, devrait forcer les puissances européennes à intervenir. Mais cette diplomatie du chantage échoua. Les Européens trouvèrent d'autres sources d'approvisionnement, l'opinion publique était hostile à l'esclavage, et après la proclamation d'émancipation, soutenir le Sud revenait à soutenir la servitude. De plus, la Grande-Bretagne profitait de la guerre en vendant des armes et des navires aux deux camps. La Confédération était seule, de plus en plus isolée, un paria sur la scène internationale. La guerre secrète, malgré quelques succès spectaculaires, n'avait pas réussi à inverser le cours des événements. La décision finale se ferait sur les grands champs de bataille, là où des armées de dizaines de milliers d'hommes s'affrontaient dans un fracas d'acier et de feu. Et au début de l'été 1863, toutes les routes semblaient mener à une petite ville endormie de Pennsylvanie. Après sa victoire éclatante à Chancellorsville en mai 1863, où il avait vaincu une armée de l'Union 2 fois plus nombreuse que la sienne, le général Robert E. Lee était au sommet de sa gloire. Mais cette victoire avait un goût amer. Son plus brillant lieutenant, Stonewall Jackson, y avait été mortellement blessé par ses propres hommes. Malgré cette perte immense, Lee décida de tenter à nouveau le tout pour le tout. Il lança une seconde invasion du Nord, encore plus audacieuse que la première. Ses objectifs étaient multiples: éloigner les combats de la Virginie dévastée, trouver des vivres pour son armée affamée et surtout remporter une victoire décisive sur le sol de l'Union qui forcerait Lincoln à négocier la paix. Son armée de Virginie du Nord, forte de 75 000 hommes, se mit en marche vers la Pennsylvanie. L'armée du Potomac, désormais commandée par le général George Meade, un homme compétent mais peu spectaculaire, se lança à sa poursuite. Les deux titans se cherchaient, personne ne savait où aurait lieu la confrontation. La rencontre se produisit par hasard, une division confédérée se dirigeant vers la petite ville de Gettysburg pour y chercher des chaussures, une denrée rare dans l'armée sudiste, se heurta à une cavalerie de l'Union. C'était le 1er juillet 1863. La plus grande bataille jamais livrée sur le continent américain venait de commencer. Le premier jour de la bataille fut une victoire confédérée. Les troupes de l'Union, en infériorité numérique, furent repoussées à travers la ville et durent y se retrancher sur une série de hauteurs au sud de Gettysburg, Culp's Hill, Cemetery Hill et Cemetery Ridge, une position défensive en forme d'hameçon. Lee arriva sur les lieux en fin de journée. Il ordonna à l'un de ses généraux, Richard Ewell, d'attaquer les hauteurs si possible. Ewell, qui n'avait pas l'audace de Stonewall Jackson, hésita. Cette hésitation permit à l'Union de fortifier ses positions pendant la nuit. Le deuxième jour, Lee lança des assauts massifs sur les deux flancs de la ligne de l'Union. À droite, les combats firent rage pour le contrôle d'une colline rocheuse appelée Little Round Top. La défense désespérée de cette position par le 20e régiment du Maine, commandé par un professeur de collège nommé Joshua Chamberlain, est entrée dans la légende. À court de munitions, Chamberlain ordonna une charge à la baïonnette qui sauva le flanc de l'Union. Au centre, les combats furent d'une sauvagerie inouïe dans des lieux au nom désormais tristement célèbres, le champ de blé, le verger de péché, le Devil's Den, le repère du diable. À la fin de la journée, les lignes de l'Union avaient dos plié, mais n'avaient pas rompu. Des milliers d'hommes gisaient immorts ou mourants. Lee avait échoué à déloger l'armée de Meade. Le troisième jour, le 3 juillet, Lee décida de jouer sa dernière carte.
contre l'avis de son plus fidèle subordonné, James Longstreet, il ordonna un assaut frontal massif sur le centre de la ligne de l'Union, sur Cemetery Ridge. Il était convaincu que Meade avait affaibli son centre pour renforcer ses flancs. C'était une erreur de calcul fatale. Après un bombardement d'artillerie de 2 heures, le plus important de la guerre, environ 12 500 soldats confédérés sortirent de la lisière des bois et commencèrent à avancer sur près d'1,5 kilomètre de terrain découvert sous le feu écrasant de l'artillerie et de l'infanterie de l'Union. Cette attaque, connue sous le nom de charge de Pickett, fut un suicide héroïque et insensé. Les confédérés marchaient en rang parfait, comme à la parade, leurs drapeaux flottant au vent. Les canons de l'Union les déchiquetèrent. Seule une poignée d'hommes réussit à atteindre la ligne ennemie, dans un bref et furieux combat au corps à corps, avant d'être tués, capturés ou repoussés. En moins d'1 heure, plus de la moitié des assaillants étaient hors de combat. En voyant les survivants ensanglantés refluer, Lee alla à leur rencontre disant « C'est de ma faute, tout est de ma faute ». La bataille de Gettysburg était terminée, l'armée de Virginie du Nord était brisée, elle ne lancerait plus jamais d'offensive majeure. C'était le point culminant de la Confédération, le moment où la marée de la guerre commença à se retirer. Le lendemain, le 4 juillet, jour de la fête de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, la nation reçut une autre nouvelle tout aussi importante. À des milliers de kilomètres de là, dans le Mississippi, la ville de Vicksburg, assiégée depuis 47 jours par le général Grant, capitulait. Sa garnison, affamée, avait été réduite à manger des rats et des mules. La prise de Vicksburg donnait à l'Union le contrôle total du fleuve Mississippi, coupant définitivement la Confédération en deux. Les 2 victoires jumelles de Gettysburg et de Vicksburg marquèrent le tournant décisif de la guerre. Le Sud pouvait encore se battre, et il le ferait avec acharnement pendant près de 2 ans encore, mais il ne pouvait plus gagner. La cause était perdue. En novembre de la même année, Lincoln se rendit à Gettysburg pour la consécration d'un cimetière national. Sur ce champ de mort, il prononça un discours de 272 mots qui allait redéfinir le sens de la nation. Il déclara que les soldats n'étaient pas morts pour l'ancienne Union, mais pour une nouvelle naissance de la liberté, et pour que le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple, ne périsse pas de la terre. La guerre n'était plus seulement une lutte pour la restauration, mais pour la refondation. Mais avant que cette nouvelle naissance puisse avoir lieu, la guerre devait encore atteindre de nouveaux sommets de brutalité. Une nouvelle philosophie de la guerre se préparait, une guerre sans règles. L'année 1864 vit l'arrivée d'une nouvelle forme de guerre, plus dure, plus impitoyable. Au printemps, Lincoln, enfin satisfait, nomma Ulysses S. Grant général en chef de toutes les armées de l'Union. Grant n'était pas un stratège subtil comme Lee, mais il avait une compréhension simple et brutale de la guerre. Il savait que le Nord avait un avantage écrasant en hommes et en matériel. Il décida donc de mener une guerre d'usure, d'attaquer l'ennemi sur tous les fronts simultanément, de le saigner à blanc, sans lui laisser de répit. Il confia le commandement des armées de l'Ouest à son ami et plus fidèle lieutenant, William Tecumseh Sherman. Un homme intelligent, nerveux et à la langue acérée qui partageait sa vision de la guerre totale. Sherman était convaincu que pour vaincre la Confédération, il ne suffisait pas de battre ses armées. Il fallait briser la volonté de se battre de sa population civile. C'est lui qui prononça la phrase célèbre « La guerre, c'est l'enfer ». Et il décida d'amener l'enfer sur les terres de la Géorgie. Son objectif était la ville d'Atlanta, un nœud ferroviaire et un centre industriel vital pour le Sud. La campagne d'Atlanta durant l'été 1864 fut une série de manœuvres habiles et de batailles sanglantes. Sherman ne cherchait pas l'affrontement direct, mais utilisait sa supériorité numérique pour contourner et déborder l'armée confédérée du Tennessee, la forçant à battre en retraite encore et encore. Le 2 septembre, ses troupes entrèrent dans Atlanta. La chute de la ville fut un coup de fouet pour le moral du Nord, qui commençait à se lasser de la guerre et assura la réélection d'Abraham Lincoln en novembre. Mais pour Sherman, la prise d'Atlanta n'était qu'un début. Il conçut alors un plan d'une audace folle. Il allait couper ses propres lignes de communication et de ravitaillement et mener son armée de 60 000 hommes à travers le cœur de la Géorgie, sur une distance de près de 500 kilomètres, jusqu'à la mer. Son armée vivrait sur le pays, se nourrissant de ce qu'elle trouverait.
Mais l'objectif principal n'était pas logistique, il était psychologique. Il voulait faire hurler la Géorgie. Il voulait faire sentir aux civils sudistes toute la dureté de la guerre, détruire leurs ressources, leur économie et leur ôter tout espoir de victoire. C'était la naissance de la guerre totale moderne. La marche de Sherman vers la mer commença à la mi-novembre. Avant de quitter Atlanta, ses troupes détruisirent tout ce qui avait une valeur militaire. Dépôts, usines, gares. Les incendies, mal contrôlés, se propagèrent et une grande partie du centre-ville partit en fumée. Puis, l'armée se divisa en plusieurs colonnes et s'éventa sur un front de près de 100 km de large, traçant un sillon de destruction à travers l'État. Les soldats de Sherman, les bummers, pillaient les fermes, prenaient le bétail, brûlaient les récoltes. Ils tordèrent les rails de chemin de fer chauffés à blanc autour des arbres, créant ce qu'ils appelaient les cravates de Sherman. Ils ne s'en prenaient généralement pas aux personnes, mais ils détruisaient systématiquement les biens. L'armée confédérée, trop faible, ne pouvait rien faire pour les arrêter. C'était une campagne de terreur économique et psychologique, une stratégie qui briserait les Chines du Sud, mais qui laisserait des cicatrices de haine et de ressentiment pour des générations. Pour le Sud, Sherman devint l'incarnation du diable, un barbare vandale. Pour le Nord, il était un héros qui abrégeait la guerre. La question morale posée par sa marche est toujours d'actualité. Est-il justifiable de cibler les ressources et le moral d'une population civile pour mettre fin plus rapidement à un conflit? C'est le dilemme de la guerre totale. La marche de Sherman illustrait une vérité brutale que le général lui-même avait formulée. La guerre est cruauté et on ne peut la raffiner. Il pensait que plus une guerre est dure, plus vite elle se termine. Sa campagne fut un succès militaire retentissant. En un peu plus d'un mois, son armée atteignit la côte et s'empara de la ville de Savannah, qu'il offrit comme cadeau de Noël au président Lincoln. Puis, il remonta vers le nord, à travers les Carolines, semant la même destruction. Il s'empara de Columbia, la capitale de la Caroline du Sud, le berceau de la sécession, et la ville fut en grande partie détruite par le feu. La marche de Sherman n'était pas un simple raid. C'était la démonstration implacable de la puissance industrielle et militaire du Nord et de l'impuissance totale du Sud. Elle prouvait que le gouvernement confédéré ne pouvait plus protéger sa propre population. C'était une guerre contre la volonté même de résister. La tactique de la terre brûlée, une stratégie militaire efficace pour hâter la fin d'une guerre ou un crime de guerre qui laisse des cicatrices inguérissables. Exprimez votre point de vue dans les commentaires. Pendant que Sherman dévastait le sud profond, le général Grant menait à l'est une campagne encore plus sanglante, mais basée sur la même logique d'usure. En mai 1864, Grant lança son armée du Potomac, forte de plus de 100 000 hommes, à travers la rivière Rapidan en Virginie, pour affronter l'armée de Virginie du Nord de Lee, qui ne comptait qu'environ 60 000 hommes. Grant ne cherchait pas une victoire tactique brillante. Son objectif était simple: détruire l'armée de Lee. Il déclara « Je me propose de me battre sur cette ligne s'il le faut tout l'été ». La campagne d'Overland qui s'ensuivit fut un mois de combat d'une férocité sans précédent, un hachoir à viande continue. Grant n'était pas un grand tacticien, mais il était d'une ténacité à toute épreuve. Il avait compris la mathématique simple de la guerre. Il pouvait remplacer ses pertes, mais Lee ne le pouvait pas. Il allait donc continuer à frapper, encore et encore, quel qu'en soit le coût humain. La presse du Nord, horrifiée par les listes de victimes, le surnomma le boucher. Mais Lincoln le soutint, disant « J'aime ce général, il se bat ». La première grande bataille de la campagne eut lieu dans la Wilderness, une forêt dense et broussailleuse, près du champ de bataille de Chancellorsville. C'était un cauchemar. Les soldats se battaient à l'aveugle dans une fumée épaisse, les bois prirent feu et des centaines de blessés des deux camps furent brûlés vifs. La bataille fut un match nul tactique, avec des pertes effroyables pour l'Union. N'importe quel autre général de l'Union aurait battu en retraite pour se réorganiser. Mais Grant, au grand étonnement de ses propres troupes et de l'ennemi, ordonna à son armée de continuer à avancer vers le sud, en direction de Richmond. Pour la première fois, l'armée du Potomac ne reculait pas après une bataille contre Lee. Le moral des soldats remonta en flèche. Ils comprenaient enfin que leur chef ne lâcherait rien. Le duel entre le boucher Grant et le renard, Lee, le maître de la manœuvre défensive, venait de commencer.
Ce serait un affrontement entre la force brute et la ruse, entre un marteau-pilon et une rapière. Les deux armées se heurtèrent à nouveau quelques jours plus tard à Spotsylvania Courthouse. Les combats atteignirent leur paroxysme dans une saillie de la ligne confédérée en forme de fer à cheval, surnommée le Mule Shoe. L'attaque de l'Union sur un point de cette saillie, connu sous le nom d'Angle sanglant, donna lieu à l'un des combats les plus sauvages et les plus désespérés de l'histoire militaire. Pendant près de 24 heures, les soldats se battirent au corps à corps, par-dessus des parapets de terre et de rondins, dans la boue et sous une pluie battante. Ils se poignardaient, avec leurs baïonnettes, à travers les interstices des fortifications, se tirant dessus à bout portant. La violence fut telle qu'un chêne de plus de 50 cm de diamètre, situé derrière les lignes confédérées, fut abattu par le seul poids des balles. À la fin, l'angle sanglant était un charnier indescriptible, rempli de corps empilés sur plusieurs couches. Grant n'avait pas réussi à percer, mais il continua sa marche implacable vers le sud. Le massacre continua début juin à Cold Harbor, à quelques kilomètres de Richmond. Grant, croyant à tort que les troupes de Lee étaient démoralisées et épuisées, ordonna un assaut frontal massif contre des positions confédérées fortement retranchées. Ce fut un suicide. En moins d'une heure, près de 7000 soldats de l'Union furent fauchés. C'était une folie, une boucherie que Grant lui-même regretta plus tard comme la seule attaque qu'il n'aurait jamais dû ordonner. Les soldats de l'Union, avant l'assaut, avaient compris ce qui les attendait. Beaucoup avaient écrit leur nom et leur adresse sur des bouts de papier qu'ils s'étaient épinglés dans le dos pour que leur corps puisse être identifié. En un mois, l'armée de Grant avait perdu près de 60 000 hommes, l'équivalent de toute l'armée de Lee au début de la campagne. Mais Lee avait aussi perdu plus de 30 000 hommes, des vétérans irremplaçables. Grant, lui, recevait constamment des renforts. La logique impitoyable de la guerre d'usure fonctionnait. L'armée de Lee était en train de se vider de son sang. La guerre était devenue une simple et terrible mathématique de la mort. Incapable de prendre Richmond par la force, Grant changea de stratégie. Il déplaça son armée au sud de la capitale confédérée et mit le siège devant la ville de Petersburg, un carrefour ferroviaire vital qui ravitaillait Richmond et l'armée de Lee. Le siège de Petersburg allait durer près de 10 mois, de juin 1864 à avril 1865. Ce fut un avant-goût de la Première Guerre mondiale. Les deux armées s'enterrèrent dans un réseau complexe de tranchées, de fortifications et de tunnels. La vie dans les tranchées était un enfer de boue, de maladies, de tirs de sniper et de bombardements d'artillerie constants. Les soldats de Lee, mal nourris, mal vêtus, souffraient terriblement, mais leur résistance était acharnée. Grant, de son côté, étendait constamment ses lignes vers l'ouest, forçant Lee à étirer sa propre ligne de défense de plus en plus mince. C'était une lente agonie. L'hiver 1864-1865 fut particulièrement rude. La cause confédérée était à l'agonie. L'armée de Sherman remontait des Carolines, détruisant tout sur son passage. Le blocus était total. La population du Sud mourait de faim. Il ne restait plus qu'à porter le coup de grâce. Le coup de grâce fut porté le 1er avril 1865. Grant lança une offensive massive qui brisa enfin les lignes de défense de Petersburg. Le lendemain, le gouvernement confédéré évacua Richmond dans le chaos. Des incendies, allumés par les troupes sudistes en retraite pour détruire les dépôts de munitions et de tabac, se propagèrent et dévorèrent une grande partie de la capitale. Le 2 avril, les troupes de l'Union, y compris des régiments de soldats noirs, entrèrent dans la ville en ruine, acclamée par la population esclave libérée. Abraham Lincoln lui-même visita la ville déchue quelques jours plus tard, marchant dans ses rues sous les acclamations des anciens esclaves qui voyaient en lui un Moïse. Pendant ce temps, Lee et ce qui restait de son armée affamée battaient en retraite vers l'ouest dans une tentative désespérée de rejoindre les dernières forces confédérées en Caroline du Nord. Mais l'armée de Grant, bien plus nombreuse et mieux nourrie, les harcelait sans relâche, leur coupant toute voie de retraite. L'armée de Virginie du Nord, autrefois invincible, n'était plus qu'une bande de fantômes affamés et épuisés. La fin survint le 9 avril 1865 dans un petit village nommé Appomattox Courthouse.
Lee, comprenant que toute résistance supplémentaire serait un sacrifice inutile de vies humaines, accepta de rencontrer Grant pour discuter des termes de la reddition. La scène est devenue une icône de l'histoire américaine. Lee, grand, digne dans son uniforme gris impeccable, rencontra Grant, plus petit, négligé dans son uniforme de soldat boueux, dans le salon d'une maison privée. Grant, magnanime dans la victoire, offrit des conditions généreuses. Les soldats confédérés ne seraient pas faits prisonniers. Ils devaient simplement déposer les armes et signer un serment de ne plus combattre les États-Unis d'Amérique. Ceux qui possédaient un cheval ou une mule furent autorisés à le garder pour les semailles du printemps. En sortant de la maison, les soldats de l'Union commencèrent à acclamer. Mais Grant leur ordonna de se taire. « La guerre est finie, dit-il. Les rebelles sont à nouveau nos compatriotes. La guerre la plus sanglante de l'histoire américaine était terminée. L'Union était sauvée, la nation pouvait enfin commencer à panser ses plaies. » La nouvelle de la capitulation de Lee se répandit comme une traînée de poudre, provoquant des scènes de liesse dans tout le Nord. Washington était en fête. La guerre était finie. Le pays avait survécu à sa plus grande épreuve. Abraham Lincoln, épuisé par 4 années de tensions insupportables, pouvait enfin envisager l'avenir. Sa préoccupation principale était désormais la reconstruction, la tâche monumentale de réintégrer les États du Sud dans l'Union et de définir le statut des 4 millions d'anciens esclaves. Il prônait une approche clémente et conciliante. Dans son second discours inaugural, prononcé quelques semaines plus tôt, il avait appelé la nation à agir sans malice envers personne, avec charité pour tous, afin de panser les plaies de la nation. Il voulait une paix durable, une véritable réconciliation, mais il n'allait jamais avoir la chance de mettre en œuvre sa vision. 5 jours seulement après la reddition de Lee, le soir du 14 avril 1865, vendredi saint, le président et sa femme assistaient à une pièce de théâtre au théâtre Ford à Washington. Un acteur célèbre, John Wilkes Booth, un sympathisant fanatique de la cause sudiste, s'introduisit dans la loge présidentielle qui n'était pas gardée. Il tira une balle de pistolet Derringer à l'arrière de la tête de Lincoln, puis sauta sur la scène en criant « Sic semper tyrannis !» Ainsi soit-il, toujours pour les tyrans, la devise de la Virginie. Lincoln fut transporté dans une maison de l'autre côté de la rue, où il mourut le lendemain matin sans avoir repris connaissance. Le pays, qui venait à peine de commencer à célébrer la fin d'une tragédie de 4 ans, fut plongé dans une nouvelle tragédie. Le choc et le deuil furent immenses. Le capitaine qui avait guidé le navire de l'État à travers la tempête avait été abattu au moment même où il atteignait le port. L'assassinat de Lincoln changea radicalement le cours de l'histoire d'après-guerre. Il balaya les espoirs d'une réconciliation pacifique et clémente. À la place du chagrin et de la charité, il y eut la colère et la soif de vengeance. Le Sud avait perdu non seulement la guerre, mais aussi le seul homme qui aurait pu le protéger de la fureur du Nord victorieux. Le Sud d'après-guerre était un paysage de désolation, des villes en ruine, une économie anéantie, une population traumatisée et des millions d'anciens esclaves, libres mais sans terre, sans éducation et sans protection. La période qui suivit, connue sous le nom de Reconstruction, fut l'une des plus tumultueuses et des plus controversées de l'histoire américaine. Ce fut une tentative, finalement ratée, de transformer radicalement la société sudiste. Le nouveau président, Andrew Johnson, un sudiste resté loyal à l'Union, se montra rapidement hostile aux droits des Afro-Américains et entra en conflit avec les républicains radicaux du Congrès qui voulaient imposer une reconstruction plus stricte et garantir l'égalité des droits pour les affranchis. Pendant une brève période, avec le soutien des troupes fédérales qui occupaient le Sud, des progrès remarquables furent accomplis. Les Afro-Américains votèrent, furent élus à des postes locaux et même au Congrès. Des constitutions d'États progressistes furent adoptées. C'était une expérience de démocratie interraciale sans précédent. Mais elle fut de courte durée. La résistance blanche à la reconstruction fut féroce et violente. Des organisations terroristes, dont la plus célèbre est le Ku Klux Klan, furent créées pour intimider, battre et assassiner les leaders noirs et leurs alliés blancs. Ils menèrent une campagne de terreur systématique pour renverser les gouvernements républicains et rétablir la suprématie blanche. Le Nord, fatigué de la guerre et des problèmes du Sud, commença à se désintéresser. En 1877,
Dans le cadre d'un compromis politique douteux pour régler une élection présidentielle contestée, les dernières troupes fédérales furent retirées du Sud. La reconstruction était terminée. Ce fut une trahison des promesses faites aux anciens esclaves. Le pouvoir revint aux mains de l'ancienne élite blanche, les Rédempteurs. Ils mirent rapidement en place un nouveau système d'oppression, connu sous le nom de loi Jim Crow, qui imposait une ségrégation raciale stricte dans tous les aspects de la vie et privait les Afro-Américains de leurs droits civiques et politiques pour près d'un siècle. La guerre sur les champs de bataille était terminée, mais une autre guerre commençait, la guerre pour la mémoire, pour le récit historique. Le Sud, bien qu'ayant perdu militairement, se lança dans une campagne idéologique pour gagner la bataille de l'interprétation. C'est ainsi que naquit le mythe de la cause perdue. Ce mythe présentait la Confédération non pas comme une rébellion pour défendre l'esclavage, mais comme une lutte noble et héroïque pour les droits des États. L'indépendance et la défense d'un mode de vie aristocratique et chevaleresque contre l'agression matérialiste du Nord industriel. Dans ce récit, les généraux confédérés comme Robert E. Lee étaient transformés en saints et en chevaliers sans peur et sans reproche. L'esclavage était minimisé, présenté comme une institution bienveillante où des maîtres attentionnés prenaient soin de leurs esclaves, contents de leur sort. Ce mythe, propagé par des monuments, des livres et des organisations comme les Filles Unies de la Confédération, devint la version dominante de l'histoire dans le Sud et influença profondément la culture nationale. Il permit de justifier la ségrégation et la suprématie blanche et de présenter le Sud non comme un traître, mais comme une victime. Ainsi, la rupture qui avait déchiré la nation en deux ne fut jamais complètement réparée. Les blessures furent recouvertes, mais pas guéries. La guerre avait réglé deux questions fondamentales. Elle avait mis fin à la sécession en tant qu'option politique viable et elle avait aboli l'esclavage. Mais elle n'avait pas résolu la question fondamentale de la place des Afro-Américains dans la société américaine. Le paradoxe originel, celui d'une nation conçue dans la liberté mais construite sur la servitude, continuait de hanter le pays. Les fantômes de Gettysburg, d'Antietam et de Cold Harbor n'ont jamais vraiment quitté le champ de bataille. L'écho des canons s'est tu, mais le conflit sur le sens de cette guerre, sur ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a laissé inachevé, se poursuit encore aujourd'hui dans les débats sur les monuments confédérés, le drapeau de bataille sudiste et les inégalités raciales persistantes. La rupture s'est avérée plus durable que les armées, plus tenace que les généraux. Elle n'a pas disparu, elle est simplement devenue clandestine, s'infiltrant dans les veines de la nation, prête à ressurgir à chaque nouvelle crise, rappelant sans cesse qu'une maison divisée contre elle-même ne peut, en fin de compte, jamais être totalement en paix. La guerre s'est terminée par une capitulation, mais la bataille pour sa signification, non. Certains disent qu'il faut se souvenir de chaque blessure pour qu'elle ne se répète jamais. D'autres pensent que, pour le bien de l'unité, il vaut mieux oublier les pages les plus douloureuses. Dites-nous, que choisiriez-vous pour votre histoire ? Une mémoire torturante qui ne laisse aucun repos ou un oubli salvateur qui risque de répéter les erreurs? Écrivez votre réponse dans les commentaires, votre avis est très important pour nous.